Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis toujours accompagné de Wimo. Salut Wim. Ça va? Ça va, mec? Cousin, ouais. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va bien, Tu vois, merci. j'ai dit cousin alors qu'en fait, c'est pas du tout moi ton Non, cousin. justement, aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, surtout Ouais. pour moi. On reçoit Michael. Salut Michael. Salut François, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va bien. Merci d'être là parmi nous. T'as fait un peu de route. Un petit peu de route, T'es ouais. venu de Genève jusqu'à Montreux. Un peu de route juste pour nous, c'est gentil. Voilà. Michael qui va se présenter dans un instant, mais qui est mon cousin. Et c'est un grand honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Eh ben, Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? bien sûr. Alors, je m'appelle Michael, voilà. J'ai 33 ans. Et puis, donc, comme tu l'as dit, je viens de Genève. Je suis ton cousin. Ça me fait plaisir. Ça va être très compliqué ce podcast avec les deux. Déjà, François, c'est compliqué de manière générale, mais alors là, s'il y a son cousin qui s'y met. Et je suis graphiste 3D ou généraliste 3D. Il y a tellement de noms. Ou prothésiste dentaire. Ça dépend. Voilà. Chirurgien, exact. Voilà. Appelez-moi comme vous voulez. Ok. Mais pourquoi généraliste 3D? Généraliste 3D, mais parce qu'en fait, dans la 3D, le problème, c'est que... Enfin, le problème, toujours des problèmes. Le truc, c'est que quand vous faites une image 3D, une animation 3D, souvent, ce qu'on voit, c'est le résultat. Ouais. Tu vois un objet, une animation, c'est top. Mais pour arriver à ce résultat, le généraliste 3D ou le graphiste 3D, il a besoin d'avoir plusieurs cordes à son arc. Mhm. Il doit faire de la modélisation. Mhm. Il doit savoir faire des textures, des matériaux pour habiller son objet. Il doit savoir gérer un studio virtuel, Ouais. mettre des lights, un background, savoir aussi... Mettre des lights, c'est pas juste mettre des lights. Mhm. Pourquoi mettre une rim light, fill light, etc. Bon, bref, je ne vais pas Mhm. rentrer dans le détail. Et ensuite, donc il y a déjà tout ça à savoir. Puis si on passe en plus sur l'animation, là, suivant l'animation, si c'est une animation complexe, on peut commencer à mettre ce qu'on appelle du rig, et puis ensuite l'animation. Et donc en fait, pour pouvoir faire une image 3D, un rendu ou bien une animation, Mhm. il faut tout un panel de métiers en fait. Parce que animateur 3D, c'est un métier à part entière. Mhm. Rigueur, les personnes qui font le rigging, c'est-à-dire l'armature qui permet d'animer, Mhm. c'est un métier à part entière. Mhm. Modélisateur, c'est un métier à part entière. Et du coup, quelqu'un qui est comme moi, par exemple, à son compte, indépendant, qui travaille tout seul, tu es obligé de toucher à tout. Et donc, tu deviens un généraliste. Tu connais bien tous les domaines. Tu n'es pas expert dans un domaine, mais tu connais tous les domaines et ça te permet d'arriver au résultat final qui est de faire un rendu, une image, de faire une animation 3D. Et c'est pour ça qu'il y a ce terme généraliste 3D qu'on emploie. C'est parce que finalement, c'est un petit peu comme un médecin généraliste. Mhm. Ouais. Où tu fais plusieurs tâches, quoi. Voilà, tu connais tout le corps humain, tu sais Ouais. tout, tu peux analyser, faire des diagnostics, Mhm. mais tu n'es pas chirurgien. On Ouais. va jamais te demander de faire une opération du cerveau. Mhm. Mhm. Ouais. C'est pas ton domaine. Mhm. Mhm. Voilà. Typiquement, moi, on me demanderait pas de faire une animation extrêmement poussée par exemple sur des expressions faciales. C'est extrêmement compliqué en animation. C'est des années d'expérience de savoir vraiment reproduire toutes les grimaces qu'on peut faire et de rendre ça naturel et serein. Mhm. Et ça, c'est vraiment des animateurs expérimentés qui le font. Ouais. Ouais. Ok. Là, on découvre vraiment Ouais, tout là, un milieu. exactement, j'allais le dire. Tu sais, nous, on voit les résultats. Mm. Souvent, pour les clients pour lesquels on travaille, Mm. on voit ces résultats dans des publicités Oui. auxquelles on ne participe pas. Ouais. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'opposé, mais nous, on est sur du réel qu'on doit capturer. C'est ça. Du coup, c'est hyper intéressant pour nous de pouvoir comprendre en fait ce qu'il y a derrière, au-delà de l'image qu'on voit. Ouais. En fait. Et puis on en parlait un petit peu en off avant, mais quand tu m'expliquais, en fait, c'est assez dingue ce fait que en fait tu peux, parce que avant en off avec Michael, on discutait que nous on fait un set, on est limité par la place, on doit poser des lumières, mais toi tu me disais que justement tu peux mettre autant de lumière, autant de caméras que tu veux. C'est ça. Mais En gros, en fait, l'avantage du virtuel, c'est que tu fais ton studio. Donc ton studio virtuel, tu vas placer donc, si tu veux mettre un posage esthétique bien sûr, qui va accompagner l'objet que tu veux présenter. Ensuite, si par exemple tu veux mettre 15 caméras,
parce que tu veux 15 plans différents, tu mets 15 caméras. Et si tu veux mettre 15 lights, parce que tu as besoin de 15 lights pour X ou Y raison, tu mets 15 lights. Et tu n'es pas limité par le matériel déjà, ce qui est un bel avantage. Et puis ensuite, ce que tu peux faire, et ce qui est vraiment le gros avantage, c'est que, par exemple, sur les lumières, admettons que tu mettes, on va dire, 10 lumières, tu peux très bien dire, je veux que sur ces 10 lumières, les 5 qui sont positionnées là autour, elles éclairent uniquement l'arrière-plan. Donc, tu peux paramétrer ça. Et donc, la lumière n'aura aucun impact sur les objets. Donc, ils seront plongés dans le noir, eux, en fait. Il n'y a que l'arrière-plan qui sera éclairé. Ça te permet de vraiment, OK, moi, je veux que mon arrière-plan il soit exactement comme ça, au niveau de la lumière. Et après, les 5 autres lumières, tu dis, ces 5 autres lumières, je veux qu'elles éclairent l'objet maintenant. Et là, tu sais que ces 5 autres lumières ne viendront pas impacter ton arrière-plan et du coup dégrader le travail que tu as fait en amont pour avoir une belle lumière sur ton arrière-plan. Et du coup, en fait, en gros, les gens qui vont appeler ça de la triche, c'est tricher. La 3D, si on s'oblige à faire exactement comme dans la vraie vie, ça n'a plus de sens. La 3D, si on peut tricher, si on peut justement faire des choses qu'on ne peut pas faire en vrai, c'est justement le but. C'est le but, c'est de pouvoir s'affranchir des contraintes du réel, du vrai. Et donc ça, c'est incroyable. C'est vraiment... Et tout ça en étant en calbut dans sa chambre. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Tu vois, avec un peu café dégueulasse dans la main et puis tu fais ça. C'est ça aussi l'avantage. Mais tu pars d'une page blanche quand tu crées ton... Alors, tout dépend en fait. On va partir, imaginons, d'un projet personnel, sans demande spécifique d'un client. Exactement. Tu pars d'une page blanche, tu pars en fait d'un environnement 3D vierge. Donc, il n'y a rien. C'est le vide, intersidéral. Et là, tu commences à modéliser. J'en sais rien. Un flacon de parfum, une montre, un objet, peu importe. Donc, tu le modélises. Ou alors, si tu as la flemme, il y a pas mal de bibliothèques en ligne avec du contenu, si tu as la flemme ou si tu n'as pas le temps. Bref, et ensuite, une fois que tu commences à agrémenter en fait, ce studio virtuel. Et oui, effectivement, on peut appeler ça partir d'une page blanche. Puis ensuite, c'est un petit peu ta créativité qui va parler, dans le sens où, ça, c'est un produit qui se veut plutôt naturel ou sympa pour l'environnement. Donc, peut-être en arrière-plan, tu vas mettre quelques plantes, quelque chose de plutôt dans les tons verts pour rappeler un peu le côté nature. Et tu commences, tu brodes. Et puis ensuite, les textures, c'est vraiment... Tu peux vraiment t'amuser, jouer, commencer à imaginer les trucs. Puis après, les plans, tu fais des plans que tu veux. C'est-à-dire, tu veux faire un plan zoomé, tu peux le faire. En fait, tu n'as pas vraiment de barrière, c'est juste du temps que tu vas investir, mais sinon, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Et exactement. Et c'est exactement ce que tu dis, tu n'as pas de barrière. Et je me suis déjà rendu compte sur plusieurs projets que ça peut devenir presque un désavantage. Parce qu'en fait, tu peux tellement faire de choses que des fois, tu t'es noyé, en fait. Tu dis, mais ça, c'est trop cool. Mais ça, je pourrais le faire comme ça. Et puis, tu testes des trucs, tu te retrouves avec des fois 3-4 variantes. Parce que tu dis, non, la variante 1, je l'aime trop, donc je la conserve, je fais un backup, je le duplique, et puis je fais d'autres variantes, je teste. J'aime trop aussi. Et puis, tu commences à voir comme ça. Et le problème, c'est que tu peux commencer à prendre beaucoup, beaucoup trop de temps sur un projet. Et au final, ne plus savoir en fait ce que tu veux, tu as trop de choix. Et en fait, tu es noyé. Tu es complètement noyé. Mais en fait, tu sais, en créativité, c'est aussi ça. C'est que souvent, les contraintes, elles t'aident à canaliser aussi ta création. Et de s'imposer des contraintes, des fois, même si elles sont super rigoureuses, super dures, ça te permet de faire un truc hyper ciblé. Et plus simple, je trouve. C'est ça. Que d'avoir cette page blanche où tu peux absolument tout faire. Ça, souvent, c'est le client qui pose la contrainte. En tout cas, en général, le client, il pose une contrainte. Je veux un plan comme ça, je veux ci, je veux ça. Puis tu suis un peu la direction. C'est un peu, tu le prends un peu comme un directeur artistique qui va te dire, moi, je veux ci, comme ça. Tu peux, bien sûr, faire des propositions, faire des propositions si tu penses que non, le plan il serait peut-être mieux comme ça ou ça met plus en valeur, mais là au moins tu as une ligne directrice.
Et ça te permet aussi de moins sortir un peu des rails. Après, sur des projets privés, là, par contre, c'est un peu le feu dans la tête, quoi. C'est le feu d'artifice, quoi. Et puis, souvent, moi, les projets privés, je fais pas de projets privés juste pour faire des projets privés. Souvent, il y a un but derrière. Ah, je veux tester telle fonctionnalité. Ah, ils ont mis à jour telle fonctionnalité, je veux la tester. Ah, ouais. Et je la teste sur des projets concrets. Ça me permet de vraiment voir la limite, de vraiment comprendre, de dire, mais en fait, c'est génial. Ou en fait, non, c'est pas abouti. J'attends encore un peu qu'ils mettent au point. Et c'est pour ça, en fait, que... Mais du coup, projet privé, en général, tu te mets pas de barrière. Tu testes. Et voilà. Toi, tu fais de la 3D, de l'animation et de l'illustration. C'est quoi le point commun entre les trois ? Le point commun entre les trois, le premier point commun, c'est que les trois font appel à la créativité. Déjà, je pense, tout simplement. Les trois, en fait, c'est 3 domaines créatifs. Après, si on prend la 3D et l'animation, en fait, y a même, ça va plus loin que le point commun. C'est en fait lié. C'est complètement lié. Quand tu mets les deux ensemble, c'est de l'animation 3D. Donc, en fait, c'est clair que si tu fais que de la 3D, voilà, tu fais ton projet. Tu peux faire une image statique, mettre dans un catalogue, un magazine, mais tu peux ensuite continuer, commencer à animer ce que tu as fait, ton travail, et puis que ça parte sur des réseaux X ou Y. Et là, tu rentres dans l'animation. Mais les deux sont complètement liés. Pour moi, ils sont indissociables. La 3D et l'animation 3D, pour moi, c'est indissociable. Et puis, concernant l'illustration ou le dessin, moi, je le vois, pour moi en tout cas, c'est avant qu'il y ait la photo, avant qu'il y ait toutes ces technologies, quand on voulait immortaliser un paysage, quand on voulait immortaliser une personne, figer le moment, on le dessinait ou on le peignait. Et pour moi, c'est simplement l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui, de la photo ou même de la 3D. Pour moi, ça coule en fait, c'est issu de ça. C'est intéressant, ouais. Et puis... Et le fait aujourd'hui de continuer à maintenir le dessin, l'illustration, pour moi, en fait, ça a beaucoup de sens, ça a plein de sens, en fait. Parce que pour moi, c'est complètement lié. Et il y a des choses qui sont bien plus belles, je trouve, en dessin ou en illustration qu'en 3D, par exemple. Et puis, pour faire de la 3D, est-ce que tu dois obligatoirement savoir dessiner ou en tout cas passer par le dessin ou pas du tout ? Non, alors pas du tout. C'est vraiment, ça reste quand même 2 mondes distincts. Tu peux faire de la 3D ou de l'animation sans savoir dessiner, et l'inverse, tu peux dessiner ou faire de l'illustration sans savoir faire de la 3D. Mais les deux ensemble sont, en fait, quand tu connais les deux, ça peut vraiment ouvrir des portes très chouettes et faire un pas plus loin, en fait. Typiquement, pour le dessin, moi, je l'utilise souvent au début d'un projet. Si tu veux mettre un peu des choses à plat, si tu sais faire un peu quelques croquis, ça peut déjà être très utile de ressentir le truc. Si tu veux rapidement faire un storyboard, ok, tu as tes petites idées, tu fais tes petits thumbnails, et ça te permet d'un peu voir les choses de façon un peu plus claire. Et puis aussi, il faut dire que si on met ensemble l'animation et le dessin, ça fait ce qu'on a tous connu gamin, des dessins animés. Voilà, on en vient à ce qu'on voulait savoir. Est-ce que tu peux faire des dessins animés ? Alors, important, on ne dit pas des dessins animés. On dit des dessins animés. On dit des dessins animés. Hein ? Toi, tu dis... Moi, je dis des dessins animés. Tu vois ? Personne dit dessin animé. Non, dessin personne. Animé. Sauf les premiers de classe peut-être, mais un mec normal dit dessin animé. Exactement. C'est malade, dessin animé. Donc toi, tu fais des dessins animés finalement. Alors, des dessins animés, j'en fais pas énormément. J'en fais pour moi, dans le sens de l'animation 2D. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est hyper cool. Mais dans des projets, on va dire... pour des clients professionnels, il y a beaucoup moins de demandes. Ouais, c'est clair. Là, c'est directement, tu dois rentrer dans un studio de dessin animé. Ouais, tu pourrais le faire quand même de façon indépendante. Mais le truc, c'est que en général, une entreprise qui veut présenter un produit préfère que ça soit réaliste plutôt que illustré. Mais il peut y avoir
on voit bien, par exemple, avec une célèbre marque de boissons énergétiques, toutes leurs pubs sont en dessin animé. Tu parles de Red Bull, là? Ouais. On a le droit de citer les marques. ça c'est bon. Alors, Red Bull, voilà, ils font c'est vrai, c'est du dessin animé. C'est tout du dessin animé. C'est tout du dessin animé. C'est de l'animation et puis 2D. Et donc, il y a quand même des marques qui... parce qu'au final, ça a du sens. Oui, parce exact. que de présenter une pauvre canette en 3D avec du ruissellement et dire c'est frais, c'est bon, c'est déjà vu. Ouais. Donc, innover, faire un peu autre chose... voilà, après on aime, on n'aime pas. Je pense que l'idée marketing derrière, elle vaut la peine. Ouais. Pour reparler de ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a travaillé. En fait, c'est drôle, tu fais un peu un grand écart entre l'illustration qui est millénaire, hein. Enfin, je sais pas. Ah ouais, clairement. Et puis la technique qui est la plus moderne de faire de la 3D, il y a quand même un sacré grand écart entre les deux. Et effectivement, tu as de la place pour ces deux techniques parce que moi, ça me parle ce que tu disais sur l'illustration, l'utilité et l'importance qu'elle a. Il y a des choses, quand c'est trop réaliste, ça joue pas, en fait. Ouais. En photo ou en vidéo. Ouais. Et le fait de les dessiner, d'avoir des sketchs comme ça, d'avoir un petit gribouillage, je trouve qu'en fait, ça apporte quelque chose de tellement plus poétique, en fait. Moins juste, moins vrai. Enfin, encore, c'est discutable. Est-ce que c'est réellement moins vrai, mais moins objectif par rapport à la scène qui est devant nous, mais... Ouais. Toi, tu disais que donc tu étais indépendant maintenant, à ton compte, mais tu as eu l'occasion de travailler pour une des plus grandes maisons horlogères. Comment t'en es arrivé là? Donc je suis arrivé à travailler dans l'horlogerie. Ouais, exactement. Parce que à la base, j'ai une formation donc d'ingénieur microtechnique. Donc j'ai fait donc mes études d'ingénieur et j'étais dans une spécialisation construction horlogère. Donc à l'école d'ingénieur que j'ai vraiment appris tout ce qu'il y a à apprendre et à savoir sur l'horlogerie. Et puis en dernière année, vous avez un travail de diplôme, travail de bachelor. Et en fait, on peut proposer en tant qu'étudiant un sujet. Moi, j'avais proposé un sujet de conception d'un mécanisme. Et on a aussi la possibilité de proposer à des entreprises de nous apporter leur soutien, donc de faire ce projet en partenariat. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec cette entreprise. Je leur ai proposé ce projet. Puis, ils sont revenus vers moi en me disant oui, ça nous intéresse. Et donc, on est parti en partenariat sur ce travail de bachelor. Qui s'est très bien passé. À la fin, on a fait une maquette en fait en plexiglas à l'échelle 10 pour pouvoir voir si toutes les fonctions fonctionnent bien, etc. sur ce mécanisme. Et puis, suite à ça, après avoir eu mon diplôme, etc., c'est avéré que cette entreprise m'a proposé un poste chez eux. Trop bien. Et puis, j'ai accepté. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler dans l'horlogerie. Ouais. Mais là-bas, tu faisais déjà de la conception du coup 3D, c'est quelque chose qui est lié? Alors la conception 3D, en fait, c'est comme on l'entend, industriel, que les industries utilisent, typiquement en horlogerie. Effectivement, c'est de la conception 3D, donc vous faites de la construction 3D, mais c'est ce qu'on appelle la CAO, la conception assistée par ordinateur, et en fait, le but de ça, c'est pas de faire des pubs ou de faire du design, faire des belles choses. Le but, c'est de faire de la mise en plan. De cette 3D, vous allez sortir un plan avec des cotes, des cotations, où se trouvent les perçages, à quelle distance, etc., avec des tolérances. C'est en fait de la 3D technique. Et une fois que vous avez votre mise en plan, tout ça, en fait, part dans les ateliers où il y a les mécaniciens, les CNC, etc. Et puis eux, ils peuvent en fait fabriquer la pièce grâce à ce travail en amont de 3D. Mais cette 3D n'est pas faite initialement pour faire... du joli, quoi. Voilà. Ouais. C'est de la 3D... utilitaire un peu. Exactement, utilitaire, exactement. Ouais. Mais du coup, c'est un peu là que tu as commencé à avoir un penchant pour justement l'animation 3D, etc. Ou... Alors, en fait... Il y a un lien un peu avec ça? Alors, ouais, il y a un lien. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, on avait un prof, je me rappelle, il nous disait toujours, ce que vous faites, les mécanismes que vous faites, les trucs auxquels vous réfléchissez, que vous créez même,
C'est impressionnant, c'est vraiment top. Le problème, c'est que vous serez peut-être les seuls à comprendre ce que vous avez fait, ou il y aura peut-être 5% des gens à qui vous en parlez qui vont dire « Ah ouais, c'est vraiment génial ». Le reste... Et le problème, il disait, si en fait, vous n'arriverez pas à vendre techniquement les choses, mais si vous faites des belles images, du rendu, quelque chose qui plaît, ce qui est beau est vendeur. Donc faites des rendus. Et lui, en fait, il nous avait forcé à faire des rendus réalistes de tous nos mécanismes, de tous nos projets, avec des petites animations, juste pour que ça soit vendeur et que la personne qui se trouve en face dise « Ah, c'est cool, c'est beau, c'est vendeur, j'achète ». Même s'il n'y comprend rien au final. Et du coup, c'est là que j'ai commencé vraiment à découvrir ce monde et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, c'est magnifique. Et puis ensuite, quand je suis rentré dans cette entreprise horlogère, j'ai continué ça là-bas et de façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus intensive, on va dire, parce que là, c'était vraiment pour faire les images catalogues, pour faire des vidéos en interne, formation interne, expliquer tel nouveau mécanisme, comment il fonctionne, donc des vues en éclaté, où on voit trop bien. Et puis le fonctionnement bref. D'ailleurs, on peut voir un exemple, si je dis pas de bêtises, sur ton site d'une montre justement éclatée, voilà, comme tu dis. Exactement. Où on voit J'aurais jamais pensé qu'en fait il y ait cette passerelle qui existe, tu vois. Je me dis, en fait, tu dis, attends, ingénieur, et puis t'étais formé dans ton école pour utiliser ces logiciels de 3D. C'est ça. Ok. Et puis du coup, mais de 3D... pour du plan. De 3D technique. Après, ce prof qui nous a fait des images de rendu, il nous laissait un peu démerdez-vous, quoi. Enfin, on n'avait pas de logiciel. À nous de trouver comment faire. Comment faire pour en faire quelque chose de beau, mais tu es obligé de sortir de ton logiciel technique. C'est ça. Exactement. Parce que tu dois, en fait, tout ce que tu as modélisé sur ton logiciel technique, tu dois le sortir, l'importer dans un logiciel fait pour la 3D, pour le rendu, et ensuite faire toutes les textures. Mais c'est un autre travail, c'est un travail colossal. Et du coup, lui, il nous disait faites ça, mais il nous disait pas vraiment comment le faire. Il nous conseillait de le faire, et c'était pas non plus dans le cursus de formation. Mais du coup, moi, j'ai vraiment accroché à ça. Et sur le marché, vous trouvez... tout un tas de logiciels de rendu, dont un gratuit qui est absolument fantastique, qui est Blender. Et beaucoup de boîtes de prod l'utilisent aujourd'hui, des studios. C'est impressionnant. J'ai pu discuter avec 2-3 directeurs de boîtes de prod qui l'utilisent vraiment à grosse échelle. Maintenant, ils n'utilisent plus que ça. Et puis, il est gratos. Et puis, il est gratuit. Et puis, il est extrêmement puissant. Il répond aux besoins, aux attentes. Donc, moi, c'est ce que j'utilise aussi. Et puis, donc, tu as appris sur le tas à utiliser Blender, à appliquer tes dessins techniques en... C'est exactement ça. Cette partie-là, j'ai commencé à l'apprendre vraiment sur le tas. Et puis, l'avantage de Blender, c'est que comme il y a une communauté énorme, vraiment énorme, avec énormément de formations en ligne qui sont même proposées par la Blender Foundation. Enfin, on peut vraiment se former de façon sérieuse. C'est pas juste... Et du coup... c'est sûr aussi que c'est en appliquant, en faisant des projets qu'on apprend, qu'on comprend, et puis en s'intéressant aussi à la photographie, parce que c'est très lié, de comprendre finalement ce que c'est qu'il y a une profondeur de champ, ce que c'est qu'une focale. Toutes ces choses-là, il faut aussi les apprendre. Bien sûr. Mais c'est hyper intéressant. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez curieux de base, et donc je peux très vite m'intéresser à quelque chose que je connaissais pas 5 minutes avant, et le mettre en application. Puis ensuite, quand je suis rentré dans cette boîte, ils utilisaient aussi Blender, et puis là, quand tu fais ça 8 heures par jour, bien sûr. Tu t'avances à pas de géant, en fait. Tu avances vraiment à pas de géant. Tu reviendrais pas forcément en arrière à bosser comme ingénieur, du coup, alors? Non, c'est vrai. Non, je pense pas. J'ai beaucoup plus de plaisir, en fait, dans la créativité, dans... l'imagination créative que dans la créativité technique, même si j'aime beaucoup même si j'aime beaucoup la créativité technique, c'est-à-dire créer des mécanismes, en fait,
malheureusement, il y a tout l'aspect derrière qui me plaît moins et qui est tout ce qui est tolérancement, cotation. En gros, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Ouais. Voilà. Le milieu de l'horlogerie, c'est quand même un milieu assez exigeant. Nous, on le voit avec William, on travaille avec notre agence pour des grandes maisons horlogères et puis on voit que c'est très, très exigeant, etc. Toi, maintenant que tu es indépendant, est-ce qu'il y a des choses que tu as peut-être pu prendre avec toi en bagage un peu sur cette exigence, sur... Ouais, tout à fait. Ouais. Tu prends, déjà, tu t'imprègnes, quoi qu'il en soit, tu t'imprègnes un peu de la philosophie. Ouais. Et je dirais ce que j'ai pris vraiment, moi, ce qui m'a vraiment marqué, ce que j'ai vraiment pris avec moi, c'est le côté méthodologie de travail, workflow de travail. Être extrêmement, comment on dit, avoir une méthodologie robuste, fiable, sur laquelle tu peux t'appuyer. Et ça, en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était important, parce que tu peux passer tellement d'heures à te battre contre des compatibilités entre logiciels ou contre des espaces colorimétriques. Parce qu'un tel logiciel est sur un tel espace, l'autre est sur tel espace. Et tu peux passer en fait des heures et des heures à tourner autour du pot, à essayer de résoudre des problèmes, parce que tu n'as pas mis en place un workflow clair et précis, une méthodologie claire et précise et robuste, et que tu es constamment en train de te battre en fait. Et finalement, tu fais pas ce que tu veux faire, c'est-à-dire faire de l'animation, faire de la 3D, faire ta créativité. Et ça, je l'ai vraiment pris en compte. Et du coup, de mettre en place une méthodologie de travail robuste, c'est-à-dire simplement, c'est des trucs aussi basiques, d'avoir une structure de dossier robuste, quoi. Quand tu pars sur un nouveau projet, tu te poses pas la question il faut que je crée un dossier rendu, mais il faut que je crée aussi un dossier image de référence. Non, tu te fais une structure, peu importe le projet que tu fais. Tu utilises le dossier, tant mieux. Tu l'utilises pas, tant pis. T'as ta structure. C'est ce qu'on discutait il y a quelques épisodes. On a fait un podcast sur juste un face-à-face où on parlait du workflow, justement, donc la méthodologie de travail. Et on abordait justement ces points-là. Et c'est aussi un point important qu'on disait, ça te différencie aussi d'un professionnel, peut-être d'un mec qui est très bon, etc., mais qui est plus amateur. C'est aussi cette méthodologie de travail qui est importante. Parce que le client va pas forcément le voir, mais il le sent, à mon avis. Tu vois si le gars il est bien organisé, s'il est, il est solide. Ça donne une assise Exactement, aussi, en fait. Déjà pour toi, après tu n'as plus ça à penser, comme tu disais, et puis t'es bien, quoi. Tu peux te focus sur du coup ta créa. Clairement. Oui, c'est sûr. Généraliste 3D, comme tu as dit, c'est quand même un job qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Et pourtant, il y a de plus en plus de demandes. Nous, on le voit aussi. Des fois, on se demande même si on ne va pas partir à se dire ce projet, est-ce qu'on ne proposerait pas plutôt de partir en 3D comme on discutait aussi un peu en off par rapport à la vidéo, etc., que ça devient hyper compliqué. C'est très peu connu. Puis en même temps, il y a une grosse demande. Comment toi, t'expliques un peu ça? Alors moi, je l'explique. Pour moi, c'est assez simple. C'est l'industrie, elle crée la demande. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Si tu as une industrie qui crée la demande, il y aura des écoles qui vont créer des cursus de formation. C'est clair. Si tu regardes outre-Atlantique, aux États-Unis, je vous fais un petit reminder. Toy Story, il est sorti en 1995. Ok. Ah purée, déjà. Ça fait pratiquement 30 ans, ça fait 28 ans. Il y avait déjà de l'animation 3D, il y avait déjà des animateurs, il y avait déjà tout ce monde. En fait, ce monde existait déjà. Et petit reminder qui remonte encore plus loin, l'industrie du jeu vidéo. La 3D, ce monde en fait existe depuis longtemps, très 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 longtemps. Mais parce qu'aux États-Unis, il y a une industrie. Au Japon, il y a une industrie du jeu vidéo. Il y a une industrie, il y a de la demande, donc il y a de la formation. Malheureusement, en Suisse, si on regarde sur ces 30 dernières années, on n'a pas véritablement une industrie du cinéma. Moi, personnellement, c'est mon avis, on n'a pas une industrie du cinéma et encore moins du cinéma d'animation. Après, bien sûr qu'il y a des films qui se font,
qu'il y a des bien sûr, évidemment, mais pour moi, c'est pas une industrie vraiment comme solide, aux États-Unis qui est implantée, quoi. Qui est vraiment... Et le jeu vidéo, pareil, on a une petite industrie. Enfin, moi, j'appelle pas ça une industrie. Je dis que qu'on a des entreprises qui font du jeu vidéo, des boîtes qui développent des jeux vidéo, mais pour moi, on peut pas parler d'industrie. Et donc, vu qu'il n'y a pas ces industries, il n'y a pas de demande, ou alors la demande est extrêmement faible, et donc les écoles proposent pas de cursus de formation. Bien sûr, il y a des écoles privées qui proposent des cursus, évidemment. Mais vous savez, comme en Suisse, on est attaché à nos institutions publiques, mais parce qu'en fait, ça a du sens. Elles sont franchement, en Suisse, on a de la chance au niveau des études, que ce soit HES, université, EPFL, bref. Elles sont reconnues mondialement, elles sont de très bonne qualité. Elles sont hyper bien classées. Elles sont très bien classées. Et donc, en général, en Suisse, on est toujours un petit peu sceptique vis-à-vis des écoles privées. Parce qu'on se dit toujours, mais attends, on a des super écoles publiques. Pourquoi j'irai en école privée Et il y a toujours un peu... Ouais, mais le problème, c'est que l'école publique, tant qu'il n'y a pas une bonne grosse demande de l'industrie, elle ne mettra jamais un cursus de formation en place parce que ce n'est pas rentable. Clairement pas rentable. Si vous avez 3 élèves par année qui sortent, c'est pas rentable. Et du coup, je l'explique comme ça. Je retiens juste une chose de cette explication, c'est qu'il est capable de faire des dessins animés. D'accord, mais il peut faire aussi du Pixar dessin animé. Oui. D'accord. Juste, est-ce que c'est passé ça a failli passer à côté. Heureusement que je relève ce point-là. Hein. Oui. On est d'accord. Hein. Oui. Donc les vieux dessins animés, genre Mickey sur un bateau, et les nouveaux dessins animés. Oui. C'est ça. Il peut faire. Moi, ça tu peux nous faire un dessin animé, s'il te plaît. Tu peux développer cette industrie, en fait, que ça devienne une industrie, s'il te plaît. On est capable d'injecter des fonds colossaux, genre 1000 francs. Moi, j'ai une question un peu qu'on pose à plusieurs de nos invités, un peu une question qui fâche. L'intelligence artificielle, Michael Lariche, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une menace ou est-ce que plutôt c'est une aide? Ou est-ce que tu t'en fous en fait? T'as le droit de dire je m'en fous. T'as le droit de dire j'en ai rien à foutre. Honnêtement, c'est... Moi en tout cas, je le prends pas du tout comme une menace. Je suis pas non plus hyper enthousiaste. Ouais, il faut aller là-dedans. En fait, un petit peu, je m'en fous. Ouais, effectivement. Un petit peu. Non, mais pour être plus sérieux, je dirais que je pense très honnêtement que ça serait vraiment bête de lutter contre ça. Je pense, parce que en fait, je pense que ça va rentrer dans les mœurs de façon... en fait, je le compare un peu, par exemple, au shop en ligne, au magasin en ligne. Il y a 10 ans en arrière, ou 15 ans en arrière, on n'avait pas trop l'habitude de voir tout ce commerce en ligne, de faire ses achats en ligne. On était assez bien habitué à aller dans les magasins. Et puis, finalement, quand c'est arrivé, on s'est quand même rendu compte ça apporte un certain confort de pouvoir faire des achats en ligne. Des fois, en ligne, on trouve des choses qu'on ne trouve pas sur place. Et donc, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les habitudes. Et aujourd'hui, le commerce en ligne, c'est violent. Et toutes les boîtes qui se sont braquées en disant non, pas de commerce en ligne, nous, on garde pignon sur rue, aujourd'hui, ils ont tout un commerce en ligne. Parce que tu dois y passer. Parce qu'à un moment donné, c'est soit tu acceptes, soit tu fermes boutique. La même chose pour Internet. Moi, je me rappelle que j'étais gamin, je me rappelle vraiment d'une discussion de gens qui disaient, je devais avoir 10 ans, ils disaient, mais Internet, c'est impossible, ils veulent faire passer des câbles sous l'eau pour connecter le monde. Et on parlait comme ça d'Internet, faire passer des câbles sous l'Atlantique pour connecter le monde. Et aujourd'hui, ça devient de faire une recherche Google est aussi banal que de boire un verre d'eau. C'est aussi banal de regarder un live à l'autre bout du monde sur YouTube. Et donc, c'est rentré dans les mœurs. Et moi, demain... Très rapidement. Très rapidement. Et demain, je pense vraiment que si, par exemple, je prends l'exemple de l'image, je pense vraiment que demain, tu as quelqu'un qui écrit un article, un blog, il va vouloir peut-être une image pour illustrer ça. Je pense que le premier réflexe, ça sera je vais sur cette intelligence, je vais lui décrire exactement ce que je veux comme image pour que ça colle pile poil à mon article.
Puis après, mon article, je vais le prendre, je vais lui demander de corriger l'orthographe, la syntaxe. Puis après, je vais même lui demander de faire un petit résumé pour mettre au début de mon blog pour que les gens sachent de quoi ça parle. Et puis ça roule. Terminé. Et je pense que ça va rentrer dans les mœurs. Et je suis persuadé que pour la 3D, on va pas y échapper. Pour l'animation non plus, mais je pense que ça va aller plus loin, même pour le montage vidéo, pour la retouche photo. Je pense que ça va vraiment... la musique. Aujourd'hui, si tu sais composer, si tu sais jouer d'un instrument, c'est top. Demain, tu pourras utiliser des outils en mettant en avant tes connaissances, en lui disant attends, moi j'aimerais une musique avec tel tempo, avec tels accords, dedans il faut qu'il y ait tel. Et là, ça pourrait être très intéressant, mais quelqu'un qui connaît rien pourrait quand même dire j'ai une vidéo YouTube, j'aimerais une musique, ma vidéo elle dure 3 minutes, à 1 minute 27, j'aimerais un petit moment d'accalmie. Tiens, je te donne 3 sons. Dans ces sons, dans ce son 1, il y a du violon. J'aimerais bien que tu récupères un peu ce genre de... Et puis, le truc, il te sort. Et puis, mais je pense vraiment que les gens, ça va devenir une sorte de réflexe. Outil de création, augmentation. Voilà. Et honnêtement, moi, pour la 3D, pour l'animation, je ne le vois pas comme une menace. Parce qu'en tant qu'indépendant, je suis limité dans mes projets. Il y a des projets beaucoup trop ambitieux que je dois refuser, où je dis c'est juste pas possible, il faut une équipe pour ça. Demain, si je sais que j'ai une aide virtuelle qui va peut-être me faire le montage, ou peut-être qui va me faire la modélisation de temps, j'en sais rien, ça me permettrait peut-être d'accepter des projets plus ambitieux, ou de faire des choses un peu plus ambitieuses, tout en restant quand même, tout en gardant ma patte de créateur. Et donc, je le vois, moi en tout cas, je le prends ni comme une menace et ni je me braque contre. Je préfère accepter et me dire, de toute façon, on va y aller, on va rentrer dedans. Autant l'accepter, puis terminer. Voilà. Toi, tu as du coup passé par le monde de l'horlogerie. Là, tu es indépendant. Avant, on parlait de dessin animé, justement. On parlait de jeux vidéo. Tu t'en parlais un peu rapidement. Toi, c'est un peu quoi un domaine, si demain tu devais choisir un domaine que tu n'as peut-être jamais essayé, c'est quel domaine que tu choisirais? Comme on s'est dit un peu avant, moi je suis assez curieux. Donc je peux vite m'intéresser à un peu n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, d'illustrer un livre. D'illustrer un livre pour enfants ou ça c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire, je pense, d'illustrer des contes ou c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment me plaire, de faire parler justement aussi un petit peu plus l'aspect dessin, l'aspect 2D, et puis surtout qu'aujourd'hui la frontière entre la 3D et la 2D elle n'existe plus en fait. En gros, on fait de la 2D dans des environnements 3D. Et comme ça, on peut récupérer la 3e dimension qui est la profondeur. Et ça, c'est juste génial en fait. C'est juste incroyable. Trop bien. Donc c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire, je pense, et pour lequel... Mais il y a un vrai art de l'album enfant qui est hyper beau en fait, que tu sois sur des réalisations numériques ou sur des procédés artistiques hyper recherchés. En fait, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on va trouver dans un supermarché en tant que bouquin pour enfants, mais... c'est mon ancien boulot, c'est pour ça que je parle de ça. Mais en fait, tu as vraiment des pépites et des choses hyper poétiques, hyper touchantes, hyper beaux. Et c'est des œuvres d'art, vraiment certains bouquins incroyables. Et c'est des choses, si on n'a pas d'enfants ou si on n'a pas travaillé dans ce milieu-là, on ne connaît peut-être pas. Mais c'est dingue et c'est à explorer. Clairement. Enfin, moi, en tout cas, ce que tu dis, moi, ça me parle clairement parce que en fait, je trouve que dans ce monde-là, dans ce milieu-là, bien sûr, tu dois suivre l'histoire. Il y a une histoire et ton illustration doit coller à l'histoire. Mais je trouve que souvent, c'est des histoires où on essaye un peu de faire rêver l'enfant, de le faire imaginer. Et là, tu peux vraiment lâcher ta créativité, lâcher dans des mondes fantaisistes, imaginaires, avec des personnages imaginaires.
Et en fait, je trouve que là, en fait, vraiment, tu déverrouilles complètement la créativité. Ouais. Là, c'est déverrouillé, vas-y. Et ça, c'est quelque chose que je trouve génial, en fait. Et puis en tant qu'adulte, je trouve que en fait, tu peux t'exprimer aussi là-dedans et que ça touche. Là, l'autre soir, tu vois, quand on couche notre fille, on raconte une histoire, on va à la bibliothèque ensemble, on prend quelques livres, et je racontais une histoire pour l'endormir, tu vois. Ouais. On était ma femme et ma fille. Alors là, vraiment, on sort du truc. Hein, je suis désolé, mais pas de souci. Et en fait, on raconte une des histoires qu'on a appris ce jour-là, tu vois. Ouais. Et je dis bonne nuit à ma fille. Ma femme, elle avait les larmes aux yeux de l'histoire. Ma fille, son visage, la lumière qu'il y avait sur son visage quand elle écoutait l'histoire et tout. T'es là, mais waouh, en fait, c'est ça l'art aussi, en fait. C'est que t'as un bouquin qui a projeté une famille entière, une femme, un homme, un gamin, dans quelque chose d'hyper beau, en fait. Ouais. Et en fait, un film, t'aurais fait ça, mais un film, c'est long, enfin voilà, c'est pas accessible à tout le monde. Et puis, c'est très guidé. Là, oh purée. Ouais. Ah ouais, là, il y a quand même une grosse place laissée à ton imagination. Et ça, je trouve que c'est hyper important, en fait. C'est hyper... ça, c'est un beau projet. Okay, oui, trop bien. Ouais. Du coup, un peu en lien avec ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces 5 prochaines années? Personnelles, professionnelles? Je sais pas, dites-le moi. Tu veux qu'on choisisse pour toi? T'as pas envie qu'on choisisse pour toi, je peux te dire. Moi, j'ai envie que tu fasses des dessins animés ou un album pour enfants. Oui. Mais toi, tu dis un album pour enfants? En fait, on peut dire ça, ouais, il paraît. Un album? Ouais, un album, ouais. Pour moi, un album, c'est genre avec des photos dedans. Ouais, ou un album Panini, c'est voilà, exactement. Tu vois, Euro 2004. Non, mais je sais que dans le milieu, ça se dit album. Okay. Album. Non, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Très simple. Moi, je pense simplement d'être épanoui. Ouais. Épanoui. Je pense que l'épanouissement... Très simple, mais hyper important. Je pense que c'est le centre, en fait. Ouais. Parce que quand tu es épanoui, en fait, ça implique que ce qui gravite autour de toi va bien. Ouais. Plus grossièrement, quoi. Si tu es épanoui, c'est que, j'en sais rien, on va prendre les sujets un peu qu'on connaît tous, mais c'est que la santé va bien, les finances vont bien, la famille va bien, j'en sais rien. Mais tout ça fait que tu es épanoui. Oui. Et pour moi, peu importe de gagner, j'en sais rien, des milliers, des cents, tant que tu es épanoui, tant que les finances ça roule, tu peux vivre. Moi, j'estime que c'est ça le vrai bonheur et puis ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est d'être épanoui, tout simplement. Wow, voilà. C'était magnifique pour finir ce podcast. Merci pour cousins. Non, on est cousins. Les cousins du bled, là. On est cousins du bled. Merci beaucoup. Merci, Mick, Big Mac. Merci, Will. Merci Franco. C'était vraiment sympa, détente comme d'habitude. Et merci à vous de nous avoir écoutés, peu importe où vous êtes. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, partout, pour ne rien manquer. Et puis n'oubliez pas aussi d'aller suivre Michael, d'aller regarder son site, ses prods qui sont vraiment belles. Et puis tu as Instagram. T'as des réseaux sociaux un peu? Moi, je suis un 0-0 au niveau des réseaux sociaux. Non, mais t'as même pas pour ta boîte. Je suis nul. T'as même pas pour ta J'ai une chaîne YouTube, mais il y a une vidéo. Voilà, donc allez le suivre sur LinkedIn. Et vous trouverez la même vidéo sur mon site. Non, mais je suis vraiment nul en termes de réseaux sociaux. C'est pas que... En fait, je préfère... C'est bête à dire, mais je préfère passer du temps dans autre chose. Oui. Oui, je sais, on se dit aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est hyper important. Oui, je sais. Et pourtant, je préfère passer du temps à dessiner ou à faire de la 3D. Bien. Voilà. Bon, c'est une deuxième fois aussi très belle. Allez le suivre sur LinkedIn. LinkedIn ou mon site internet. LinkedIn. Voilà, merci beaucoup. Merci. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Exposure.